SCC isembi yango bodilo kena moto langwa ikuda yandume mosi bebe ya kuseni dudu 5, 4, 3, 2, 1, 0, top, c'est parti. C'est ici que ça commence. L'aventure radiophonique la plus délirante. Chaque jour, retrouvez les émotions fortes avec les meilleurs animateurs, les meilleurs journalistes, les meilleurs DJ et techniciens, sans oublier les meilleurs auditeurs. Papa, thank you. Oluana Gote. Fais très attention. Le ministre du Royal FM, c'est sport, culture, magazine, débat, actualité, religion et libre antenne tous les jours. 24h/24, 7 jours sur 7. Tous pour un pour tous. À la quête de même idéal. Pour un Cameroun émergent en 2035. Le point littéraire et artistique, une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Et comme tous les mardis, on se retrouve sur la radio pour parler d'abord au cours de la première heure de livres. Aujourd'hui, nous aurons un auteur. Je vous donne simplement le titre de son ouvrage, Cameroun, ces lois longtemps ignorées. Eh bien, on en parle dans quelques minutes seulement. Au cours de la deuxième heure, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs hommes de culture, des hommes de culture qui sont assez particuliers. Ils sont pour la plupart autodidactes. Ils ont commencé à travailler. Il y a un plasticien, il y a également un sculpteur. Tout savoir, c'était la deuxième heure sur les informations culturelles et autres. Messieurs et dames, installez-vous très confortablement. Ça démarre tout de suite. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, et j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique, la première heure. La première heure. Le point littéraire et artistique, voici le profil de l'auteur. Voici le profil de l'auteur. Le nom de l'auteur du soir, c'est Biangoup Ndoundou.
De son prénom, Belmonde Didier, il est né en 1974 à Bangwa, dans les hautes montagnes de l'ouest du Cameroun. Il fait ses études primaires à l'école publique groupe 1 de Banganté, puis au lycée de la même ville. Il obtient un baccalauréat A4 au collège évangélique Thomas Moutong en juin 1993. Il entre à l'université de Douala, où il étudie le droit, après un passage à l'université de Tchang et une trêve de 2 ans. C'est de retour à Douala qu'il obtiendra une licence en droit privé et sciences criminelles en 1999. Il va une première fois affronter le monde de l'emploi comme jeune journaliste dans les rédactions de Radio Mendumba et du journal Écho d'Undé, c'est à Banganté. Piqué par le virus du journalisme, il obtiendra le concours de la prestigieuse école de communication du Cameroun, l'ESTIC, en 2003. Il en sort lauréat en 2006. Il travaille une fois de plus au sein de quelques rédactions dans la capitale camerounaise avant de retourner à ses premiers amours. Le droit, en 2010, il intègre un cabinet d'avocats à Yaoundé où il est toujours collaborateur consultant. Il est aussi enseignant contractuel de la fonction publique camerounaise. L'auteur jouit aujourd'hui d'une expérience multidimensionnelle en tant qu'ancien journaliste, juriste et enseignant. L'ouvrage qu'il nous présente ce jour, Cameroun, ses lois longtemps ignorées. Faut dire que c'est une esquisse de travail sur la mise en œuvre de quelques textes en vigueur au Cameroun et leur implémentation effective dans le quotidien des Camerounais. Une mise en œuvre qui continue de faire problème au Cameroun du fait de la timidité avec laquelle les pouvoirs publics procèdent à cette opération. Le lien que nous établissions entre timidité et la crise dite anglophone se veut clair du fait du nombre de plaintes qui viennent des tréfonds du pays et pas seulement des régions anglophones, dit l'auteur. D'ailleurs, on est fondé à penser que l'avènement du Conseil constitutionnel, survenu tandis que nous étions déjà dans ce travail, est une confirmation de ce que même du côté des pouvoirs publics et des stratèges du régime, on est persuadé que la sortie de crise passe par la mise en place effective des structures prévues par la législation en vigueur. C'est toujours de l'auteur, messieurs et dames. Alors, cher monsieur, bonsoir. Merci d'être ici à la radio Royal FM pour nous parler de votre livre, Monsieur Biangou Noundou, l'auteur. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux auditeurs de Royal FM Radio et c'est un plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, vous préférez qu'on vous appelle par votre propre nom ou le nom d'auteur, Belmondo Didier ou Monsieur Biangou Noundou? Oui, naturellement, hein, moi j'aurais préféré qu'on m'appelle Biangou Noundou. Vous voyez bien que c'est ça que nous avons en titre. Justement, c'est l'auteur. L'autre, ce n'est qu'un prénom. Ce n'est qu'un prénom. Voilà. Pourquoi avoir déjà choisi particulièrement comme nom d'auteur? Parce qu'on imagine bien que c'est vous qui l'avez choisi. Effectivement, c'est un choix qui n'est pas anodin. Hein. Oui. Vous savez, nous avons hérité de la colonisation, les prénoms et tout ça. Et parfois, les prénoms vont jusqu'à noyer le nom de famille. Tout à fait. Alors qu'en fait, dans l'onomastique africaine, vous savez que dans le nom, parfois, on peut connaître toute la descendance. Tout à fait. Les peuples du Congo, par exemple, ont gardé ça. Il y a quelques peuples au Cameroun, même chez nous dans l'Undé, qui, à travers le nom, on peut savoir quelle est votre descendance, quels sont vos ancêtres. Quand vous voyez un monsieur qui s'appelait, par exemple, Mobutu Sese Seko Kuku Wenge Wazabanga, en fait, c'était que c'est Mobutu, le fils de Sese, qui lui est de la descendance des Seko, ainsi de suite. Tout à fait. Alors, il y a peut-être encore dans la région du littoral, chez les Bassa, qu'on a quand même gardé encore cette façon de faire. On appelle les gens pour se présenter. Il est question de présenter sa lignée familiale avant d'arriver à votre propre nom. Exactement. Quand vous voyez mon nom, c'est Biangou Noundou. Ça veut dire moi, Biangou, le fils de Noundou. Alors, quand on change de sens, on commence par les prénoms, ça peut créer une embrouillamini. Hein. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une signification particulière au niveau du nom?
Pas vraiment. Je porte le nom de mon grand-père maternel. C'est ma maman qui me l'a donné. Vous savez, en fait, quand il y a un mariage, c'est un brassage de famille. Oui. Et quand en Afrique, moi je parle de la tradition africaine. Alors, on donne aux enfants parfois les noms de la descendance. Tout à fait. Et ça permet d'être accroché à une lignée. Et parfois, ça peut influencer même le cours de la vie de l'enfant, par exemple. C'est plusieurs casquettes que vous abordez. Vous êtes journaliste parce que vous êtes sorti de l'ESTIC. Vous êtes également un juriste. Vous avez fait des études à la matière, une licence en droit. Cela vous permet aujourd'hui d'opérer comme consultant dans un cabinet d'avocats. C'est quand même beaucoup de casquettes pour une seule et même personne. Merci déjà de cela. Vous savez, à un moment donné, au moment où nous avons obtenu le baccalauréat dans les années 90, appelons ça comme ça, c'était déjà des années un peu troubles pour le Cameroun et il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Vous savez, à un moment donné, on a touché un peu à tout parce que, bon, par exemple, au terme de mes études de droit, c'est d'abord les études de droit que j'ai faites, jusqu'en 98, 19, je crois 99. Alors, écoutez, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vous voyez bien qu'avec des diplômes de droit, nous nous sommes plutôt retrouvés dans une salle de rédaction. Parce que peut-être au lycée, on côtoyait déjà le club journal, ainsi de suite, le club UNESCO. Et ça nous permettait d'avoir quelques bribes dans le métier et de développer une certaine envie et un certain amour. Je peux en profiter pour rendre hommage à un des camarades du lycée avec qui nous avons passé ce temps et qui aujourd'hui il a explosé dans le journalisme. Il s'appelle Patrick Fangio, il est aujourd'hui conseiller à l'Élysée. Et nous avons été au lycée ensemble, au club journal ensemble, au club UNESCO ensemble et nous avons commencé ces petites choses ensemble. Donc du coup, après mes diplômes de droit, n'ayant donc pas d'ouverture dans le droit, je suis allé dans le journalisme. Bon, c'est vrai que plus tard, j'y reviens, mais voilà. Alors aujourd'hui, il va falloir ajouter un autre titre. Vous êtes écrivain, vous êtes à votre premier ouvrage. Oui, exactement, c'est le tout premier. Tout premier. Cameroun, ces lois longtemps ignorées. D'où vient la gestation? Comment se passe qu'est-ce qui vous amène à écrire justement sur cette thématique-là? Quel a été le déclic? Oui, écoutez, je pense que j'ai été notamment influencé par mon passé de journaliste et par mon passé de juriste, en fait, par mon métier. Vous savez, on parle beaucoup de lois au Cameroun. On dit souvent le Cameroun a de très bonnes lois, le Cameroun a ci, a ça. Vous semblez remettre en cause de cette assertion-là dans votre livre. Vous le voyez bien, j'ai cité quelques aspects, vraiment, nous avons pris la peine de faire une petite recherche documentaire pour citer les textes, pour amener les gens à comprendre que oui, c'est vrai peut-être, mais si on rentre dans le fond des textes législatifs du Cameroun, on peut trouver qu'il y a par exemple de bonnes lois, mais que ces lois ne sont toujours pas appliquées comme cela se doit. Donc, l'inspiration nous vient simplement de cela, de ce que nous constatons que, en fait, partout on chante que le Cameroun a de très bonnes lois, mais alors que sur le terrain, ces lois-là ne sont pas toujours appliquées. Nous n'avons pas la prétention, nous l'avons dit dans l'avant-propos du journal, d'avoir fait le tour complet des lois, parce qu'il y en a tellement. Vous savez que dans ce pays, par exemple, que ce soit les contraventions qui sont appliquées tous les jours dans la rue. Dès qu'on vous met le sabot, vous payez 25 000 francs sur place. Vous savez que les 25 000, c'est le montant qui est prévu pour la récidive et qui ne doit être prononcé que par un juge après un procès. Donc, il y a plein de lois. Donc, on devrait plus recevoir des contraventions en route de 25 000 francs. Mais la contravention a un montant, je crois, il est peut-être de 3 500, quelque chose comme ça. Ça existe dans les lois. Mais au moment de l'appliquer, c'est pas toujours ça devient difficile. Dans la loi qu'on applique. Voilà. Parfois, les hommes en tenue préfèrent le 1000 francs ou le 500 francs qu'on glisse. Je ne vous le fais pas dire. Entre je vous le fais pas dire. les papiers d'un véhicule.
Par exemple, vous savez, ça c'est vieux comme le monde au Cameroun. En tout cas, c'est vieux comme le monde au Cameroun. Et même les missions les plus suivies, comme la campagne contre la répression sur nos routes, c'est un secret de polichinelle que de dire que quand on vous a pris pour excès de vitesse, vous pouvez glisser un billet de 5000 par derrière et puis ne pas passer à la caisse. À la caisse. Alors, il y a cette loi sur la décentralisation. Il faut dire que c'est d'ailleurs par là que vous commencez votre livre. La question de la décentralisation, elle est véritablement préoccupante. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, dans le contexte du dialogue national, c'est l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour, la décentralisation. On est tenté de vous demander, comme à plusieurs autres, qu'est-ce qui fait problème jusqu'aujourd'hui? Pourquoi on a de la peine à transférer et les compétences et les ressources matérielles et financières à ces collectivités territoriales? Merci de la question. Vous allez remarquer que, en regardant l'ouvrage, que nous l'avons un peu achevé dans la précipitation parce que nous avions peur de ne plus être dans l'actualité au moment où ce livre devait sortir. Oui. Vous savez que l'actualité est tellement brûlante sur la décentralisation aujourd'hui. Si nous en sommes par exemple là aujourd'hui au dialogue, au grand dialogue national, c'est vrai que ça nous rappelle une autre notion de grand large débat et tout ça. Alors, c'est simplement qu'il y a eu problème. Et à l'observation, vraiment, il est clair que la décentralisation a eu un problème. Oui. La mise en place de la décentralisation a eu un problème. Donc on a l'impression que tout ce qui a engendré là où nous sommes aujourd'hui, par exemple la crise anglophone, c'est simplement un certain ras-le-bol d'avoir longtemps attendu l'implémentation de la loi sur la décentralisation. Il y a eu un ras-le-bol et puis ça a pris c'est allé dans toutes les directions et on se retrouve là où on est aujourd'hui. Donc pour nous, il était fondamental de commencer par la décentralisation qui est l'épine dorsale, j'allais dire l'épine qu'il y a aujourd'hui dans la chaussure du Cameroun et que tout le monde essaye de résoudre, y compris le président de la République et aujourd'hui le Premier ministre qui fait des consultations en vue du dialogue national. Donc, la décentralisation, c'est le nœud de la crise politique au Cameroun en ce moment. Personne ne peut le nier. Si la décentralisation avait été implémentée, peut-être ce serait un argument aujourd'hui pour le régime de Yaoundé de dire, écoutez, nous avons décentralisé, alors nous ne savons pas ce que vous revendiquez. Il faut dire peut-être dans le livre aussi, vous mentionnez le fait que la mise sur pied des institutions se fait de manière progressive, comme cela est d'ailleurs mentionné dans la loi. Oui, vous savez, oui, vous savez, au moment de conclure cet ouvrage, nous avons fait une suggestion, parce que le mot progressivement mis en place, je pense que ça a posé problème. Et c'est pour ça que... Il est relatif. Oui, vraiment très, 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 très relatif. Et quand on a affaire aux hommes politiques, je pense qu'il faut faire attention aux termes que l'on utilise. Et en tant que juriste, nous nous demandons bien comment les juristes de cette époque avaient accepté qu'on puisse intégrer dans ces textes-là un terme comme celui-là qui pouvait donner lieu à toutes les interprétations. Possible, oui. Oui, tout à fait. Donc, il est bien que, et c'est la suggestion que nous avons faite à la fin de cet ouvrage, qu'on évite de créer des fourre-tout. Parce que dans le terme progressivement mis en place, aujourd'hui, on a tout fourré. On vous dit, bon, le progressivement, on n'avait pas dit à quel moment ça va se faire. Il faut fixer des échéances claires dans la loi. Des délais, bien sûr. Des délais de mise en œuvre. Vous savez aujourd'hui qu'il n'y a rien qui n'est de délai. L'une des sciences qui marche aujourd'hui dans le monde, c'est bien le leadership et le management. Vous savez que l'un des éléments du management, de la mise en œuvre d'un projet, c'est bien les délais de réalisation de ce projet. Si vous n'avez pas de délai, alors c'est une navigation à vue. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un boulevard et le régime s'est engouffré dans ce boulevard. Vous savez, en politique, c'est la politique. L'un des faits que vous remarquez quand même, c'est que dans la loi qui souhaite implémenter la décentralisation au Cameroun, les notions de gouverneur ne sont pas marquées clairement, mais jusqu'aujourd'hui, les gouverneurs continuent à exister, à exercer leur poids. Il y a même comme imbroglio en ce qui concerne la mise en place de tout de cette décentralisation-là, tel que c'est mentionné dans les textes et tel que cela se fait sur le terrain.
Oui, notre souci vraiment n'a pas été forcément de stigmatiser, hein, mais plutôt d'attirer l'attention, en fait, de donner l'information sur le fait qu'en fait, il y a même une dénaturation de l'esprit de ces lois sur la décentralisation. Déjà, la Constitution de 96 et je crois la loi de 2002, je crois. Je pense que c'est 2004, si je ne me trompe pas bien. Oui, en fait, il y en a 2004. Oui, 2004. Oui, voilà. La loi du 22 juillet 2004. Sur le fait, par exemple, des rôles des gouverneurs de région et des rôles des préfets. Oui. Dans la loi sur la décentralisation et la loi d'orientation, les gouverneurs de région, aujourd'hui par exemple, sont des représentants de l'administration au sein du conseil régional. Et sont les représentants de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont plus eux les chefs des circonscriptions administratives, que ce soit au niveau de la région ou au niveau du département. Oui. Et bon, ça, on ne voit pas beaucoup ça. On se demande bien à quel moment ça va commencer et par où ça commencera. Bon, c'est vrai, on nous parle des régionales qui sont peut-être en vue, oui. Mais en tant que juriste, nous elles sont certaines, mais peut-être lointaines. Elles sont certaines, mais peut-être lointaines, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est déjà la décentralisation qui est l'ouverture, mais on ne parle pas que de la décentralisation. Vous le faites avec des arguments à l'appui, des références, avec des textes de loi. Oui, si vous permettez, il y a un élément fondamental vraiment pour ma part, oui. Qui est de préciser que l'exécutif de la région reste bien le conseil régional avec un président qui est élu. Et non le gouverneur. Et non pas le gouverneur. Et non pas les délégués du gouvernement non plus. D'abord, ceux-là, quand je cherche dans la loi sur la décentralisation, je ne trouve nulle part où il y a mentionné délégués du gouvernement. Pourtant, ils existent aujourd'hui et continuent d'exercer tout leur pouvoir sur les maires. Je ne vous le fais pas dire. Les maires des communes. Vous connaissez les conflits entre délégués du gouvernement et maires de communes dans toutes les villes du Cameroun. Yaoundé, en fait, Douala, dans les grandes villes surtout. Oui. Voilà. Il n'y a pas que cette fameuse loi sur la décentralisation qui pose problème, mais il y a aussi l'article 66 de la Constitution du 18 janvier 1996 portant sur la déclaration des biens. Jusqu'à présent, rien. Personne ne déclare ses biens ni à la prise des fonctions, ni à la fin. Oui, écoutez, nous avons par exemple relevé qu'il s'agit de ce fameux, hein, vous voyez dans le livre, on l'appelle ce fameux article 66, tout le monde en parle. Un serpent de mer. C'est un serpent de mer, puisque tout le monde en parle, mais on ne voit pas où est cet article, pourquoi il n'est pas appliqué. On ne comprend pas, tout le monde en parle pourtant. Alors, nous avons pensé que parmi les choses qui plombent le fonctionnement normal de notre État, c'est bien l'application de cet article. Et contrairement à tous les débats que nous écoutons sur les plateaux de télévision et même de radio, nous avons voulu, vous voyez bien que nous l'avons cité in extenso dans le livre. Oui. Déjà, dire qui est concerné par l'article et que dit l'article et qu'est-ce qu'il faut pour l'application de l'article 66. Par exemple, vous voyez que les personnes concernées sont nommément citées dans l'article, citées pour la déclaration des biens. Les personnes qui exercent un mandat électif, par exemple, ou ceux qui sont secrétaires généraux du ministère, administrateurs central, les directeurs généraux des entreprises publiques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques. Tous gestionnaires de crédit et de biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens
et avoir au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. C'est bien l'article 66. Alors, on se demande pourquoi cet article n'est pas appliqué. S'il avait été appliqué, peut-être que on n'en serait pas là aujourd'hui avec les détournements. Nous avons pris un exemple simple dans le livre. Alors, si on avait établi que monsieur Untel, directeur général d'une société Untel, a été nommé tel jour par décret de qui on connaît, alors, j'ai un enseignant qui m'a dit 17h, alors, il a déclaré ses biens et que le jour où il entrait en fonction, il avait 2 véhicules de tel type ou de telle marque. Il avait déjà construit à Oudja, dans tel quartier, je ne sais pas, ou un autre de Yaoundé. Et sa maison vaut. Il y a des experts. Hein, tout à fait, on évalue. On peut évaluer tout ça. Cela est faisable. Alors, et il passe 2 ou 3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Il y en a qui ont plus de 15 ans comme directeurs généraux. Alors, le jour où il repart, on peut refaire le décompte et faire une analyse financière. Vraiment, le Cameroun ne va rien inventer. On ne va pas inventer le fil à couper du beurre. Le jour de son départ, on refait les calculs. On sait quel a été son salaire. On sait quelles ont été ses missions. On sait. Alors, mais quand vous voyez donc un monsieur devient un tel de directeur général aujourd'hui, et que 2 mois après, il a lancé un duplex dans tel quartier et il a acheté 4 véhicules 4x4 pour accompagner les enfants à l'école, madame au marché ou bien aller au village le week-end, ça pose quand même problème. Quand il n'utilise pas les voitures de fonction pour le village. Ça, c'est quand ils n'utilisent pas les voitures de fonction. Et parlant des lois non appliquées au Cameroun, vous savez qu'il y a même une loi sur l'utilisation, l'usage des voitures de fonction. Moi, je vois souvent, vraiment, parlons de ces lois qui ne sont pas appliquées. C'est de ça que nous parlons. Oui, tout à fait. Il m'est arrivé un dimanche de voir au volant d'un véhicule administratif immatriculé CA un jeune de 17 ou 18 ans accompagnant parents, papi et mamie, je ne sais pas, peut-être à l'église, et tout ça. Un dimanche. Oui, bien sûr. Vous savez que les véhicules administratifs, il y a une réglementation sur la circulation des véhicules administratifs. Ces véhicules-là ne circulent que les jours ouvrables et aux heures ouvrables. Ça veut dire, normalement, ça s'est vu, ça s'est vu. Quand nous étions tout jeunes, moi je me rappelle bien que les responsables administratifs garaient les véhicules à 17h30. Vous savez, avant, on travaillait le matin, on repartait l'après-midi, je crois, jusqu'à 17h30. À 17h30, c'est terminé. J'ai eu des amis comme ça. Je crois que j'ai eu un ami qui s'appelait Ilumu, son papa commandant de compagnie. Il leur demandait de se dépêcher parce qu'il fallait qu'il aille garer le véhicule à la compagnie de gendarmerie avant 19h. Donc, aujourd'hui, il est presque banal de voir un véhicule immatriculé CA garé à Essos à des heures indues. Bien sûr, ça, on n'en parle plus. Cela n'émeut plus personne, décidément. Mais revenons à l'article 66 pour dire que, en conclusion, pour ne pas être très long sur le sujet, si cet article était appliqué, peut-être qu'on n'en serait pas là avec les détournements de fonds publics que nous avons. On se retrouve avec des gens, au bout du compte, qui ont détourné des milliards, parfois des centaines de milliards, vraiment. Qui confondent leur poche avec la poche c'est des chiffres de l'État. Parce qu'ils ont fait tellement d'années, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Il faut dire que c'est des chiffres qui donnent le tournis. Oui. C'est 4 points essentiels des lois longtemps ignorées au Cameroun. Tout à l'heure, nous allons parler du Conseil constitutionnel, 22 ans après l'attente finalement matérialisée au Cameroun. Mais alors ici évoquer le dernier point de votre livre qui parle du cumul de fonctions, mais également en dehors du cumul de fonctions, on parle aussi de l'incompatibilité. Donc, après ceci. Le point littéraire et artistique, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Eh bien, nous vous amenons à découvrir ce livre. Le titre, c'est « Et Dieu seul sait comment je dors ». C'est un livre écrit de Alain Mabankou. Il faut dire que c'est un Antillais. Auguste Victoire, natif de Saint-Sauveur, ayant par un passé ténébreux, par l'image permanente d'un enfant qui pleure dans un berceau et par une femme aux traits hindous, aux longs cheveux ondoyants, au regard de nymphe. Cette femme qui est la seule éclaircie de son existence, cette femme qui lui fit
même oublier l'ingratitude de son physique. Et puis il y a Makabana, le vieil africain bossu, personnage solitaire, énigmatique et curieux, échoué en Guadeloupe, à vieux et habitant depuis un demi-siècle. Il croise il les croise pour la première fois. Auguste Victoire, l'étranger homme toujours habillé en blanc les dimanches, à partir de ce jour-là, il ne dormira plus. Le nouveau format de poche de ce roman est bien évidemment publié aux éditions Présence africaine de 2001. Je vous dis, il faut absolument le lire et le relire, le redécouvrir si vous l'avez déjà lu une fois. Le titre « Et Dieu seul sait comment je dors » Alain Mapakou. C'est le titre de l'ouvrage en classique littéraire ce jour. Il faut dire que c'était un livre Il est sorti cette année. Oui, bien... septembre 2018. Septembre 2018. Il faut dire que... Un an à peu près. Voilà, ça a été donc... le timing aujourd'hui correspond parfaitement. Est-ce que c'était un calcul méticuleux de votre part que de sortir votre livre exactement en ce moment bien précis où on appelle au dialogue national? Cameroun, ces lois longtemps ignorées. Non, vous savez, il y a des coïncidences comme ça dans l'histoire. Je vous ai dit que nous sommes un peu précipités pour rentrer dans... Nous étions sur l'ouvrage. À vrai dire, on aurait eu plus de lois que ce que nous avons dans ce livre. C'est simplement que, vu l'actualité, nous nous sommes dit, écoutez, pourquoi ne pas s'incruster dans l'actualité avec un livre comme ça pour parler de la décentralisation et voir ce que ça donne. Est-ce que cela veut dire qu'il faut attendre un tome 2 rien d'exclu, à la matière? Rien d'exclu. Vous savez, je ne sais pas si ça arrive aux autres écrivains, mais l'écriture, c'est une inspiration. Tout à fait. Il m'arrivait de dormir, de me réveiller à 1h du matin, et puis de ne plus sentir le sommeil, et d'avoir envie d'écrire. Beaucoup de ces lignes ont été écrites tard la nuit, parfois, à des moments indus où je me réveillais, et puis il y avait une inspiration qui arrivait. Donc il est possible que... d'autres inspirations arrivent pour d'autres tomes. C'est pas à l'allure où les lois sont bafouées au Cameroun. Il y a peut-être matière à écrire. Le Conseil constitutionnel. Depuis 1996, on en parle, mais il a fallu attendre 22 ans après. Oui, c'est exact. Vous savez, ce chapitre-là, nous avons un peu hésité à le mettre avec mon
les gens avec qui nous avons travaillé, en fait, l'éditeur, même si c'est pas sorti dans une maison d'édition, nous avons un peu échangé là-dessus. On a failli l'enlever parce que quand le Conseil constitutionnel a été mis en place, on se demandait est-ce que faut-il pas, mais nous l'avons maintenu dans le livre simplement pour indiquer que il a fallu attendre 22 ans et se poser la question de savoir pourquoi cette longue attente pour mettre sur pied une structure qui, nous l'avons vu lors de la dernière élection, a joué un rôle fondamental lors de l'élection de 2018 par exemple. C'est vrai, c'est critiquable, certains ont trouvé à redire. Vous avez notamment relevé le fait qu'on n'est pas très sûr que la nomination des membres ou la désignation des membres devant faire partie, les 11 devant faire partie au Conseil constitutionnel, ait respecté justement la démarche normale, c'est-à-dire une sélection faite par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale. À ce niveau-là, vous avez pensé qu'on aurait pu avoir davantage d'éléments de transparence? Oui, pourquoi pas. Rien n'empêche à l'homme politique qu'est le président de la République de dire, bon, écoutez, c'est souvent arrivé, non? Sur proposition du Premier ministre, sont nommés les ministres suivants, par exemple. Et là, on comprend que effectivement, ces ministres ont été proposés par le Premier ministre. Vous savez qu'est-ce qui arrive quand on nomme le gouvernement? Quand il y a un nouveau chef de gouvernement, la suite des nominations, c'est bien sur proposition du Premier ministre, sont nommés tel. On se dit que pour le Conseil constitutionnel, ça aurait pu être pareil. Qu'est-ce qui empêchait que ça puisse être comme ça? On se dit que ça peut donner une plus grande transparence. Parce que vous savez bien que sur les 11 membres à désigner au Conseil constitutionnel, il y a des membres qui sont désignés, je crois, par le Parlement, d'autres membres qui sont désignés par le Sénat, et des membres désignés par le président de la République. Bon, alors, ils sont nommés tous dans le même décret, mais on ne sait plus qui a été désigné par qui. On aurait pu faire ressortir des lettres de désignation ou bien des textes. Ce sont des suggestions. Vous savez, on nous critique, on nous reproche, nous les jeunes, vous savez, de ne pas faire des propositions, d'être toujours en train de critiquer. Mais je pense que c'est l'occasion pour nous de démontrer que nous comprenons un peu où le Cameroun va, que nous pouvons faire des propositions, y compris à la haute hiérarchie de l'État, sur la gestion d'un ensemble de choses. Ça pourrait donner un peu plus de transparence. On pourrait dire, membre proposé par le Sénat, tel, membre proposé par l'Assemblée nationale, tel, membre nommé par le président de la République, tel. Même si le décret reste le même. La crédibilité aurait été davantage considérable. Oui, par exemple, au lieu de faire la critique pour la critique, nous avons souhaité proposer. Il faut dire qu'au-delà de cet aspect-là, il y a un autre que vous relevez dans votre ouvrage. Il est question ici de mentionner que la crédibilité des personnalités choisies peut prêter à confusion quelquefois. La plupart étaient des ex-ministres, la plupart avaient occupé des postes politiques et pas forcément administratifs. Exact. Oui, nous l'avons aussi relevé. Nous avons aussi relevé que la plupart de ces membres nommés au Conseil constitutionnel étaient, pour certains d'anciens ministres, d'anciens hauts cadres du RDPC. Et même, vous savez que le parti MRC, pour ne pas le citer, n'est-ce pas, lors du contentieux électoral, a dû évoquer ce qu'on appelle en droit la récusation de certains membres du Conseil, qui étaient encore membre du comité, je ne sais pas, central du parti au pouvoir, au moment où ils étaient assis au contentieux. Bon, c'est vrai, là, il nous est parvenu que leur nom a été retiré plus tard, mais à ce moment-là, ils y étaient encore. Donc, quand on a ce genre de choses, vous voyez, ça peut prêter à confusion, alors que c'est des petites choses qui, pour notre part, peuvent être réglées. Oui, rapidement. Oui, peuvent être réglées. Pour un pays comme le Cameroun, qui est dans la situation du Cameroun, il est bien que les choses soient faites telles qu'il n'y ait pas, que ça ne prête pas à confusion, que les gens n'aient pas des arguments pour battre en brèche une haute cour comme celle-là. Quand on doit nommer des personnalités dans une haute juridiction comme celle-là, je pense qu'il y en a des personnalités qui jouissent d'une certaine notoriété, y compris au plan juridique. Il y a des avocats émérites au Cameroun qui ont travaillé longtemps, qui aujourd'hui auraient pu faire partie de ce conseil.
Conseil. Il y a des magistrats, des hauts magistrats qui auraient pu... Bon, c'est vrai, on ne dira pas qu'il n'y a pas de magistrats là-bas, mais on aurait pu faire preuve de plus de... Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire prendre des personnes qui sont plus indépendantes que celles qui ont été prises. Parce que quand quelqu'un a été membre du comité central d'un parti, et le parti gouvernant, il est possible qu'il ne puisse pas se départir de cette qualité au moment où il devient juge. Oui, c'est difficile d'oublier ses anciens amours et oublier également ses anciennes amitiés. Oui, parfois même les anciennes amitiés peuvent vous influencer. Alors, peut-être le dernier aspect sur le Conseil constitutionnel, au-delà de tout, c'est quand même venu combler certaines lacunes qu'avait la Cour suprême quant à... On peut le dire au moins au plan formel, au moins au plan formel, parce que il y a cette assertion de Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel qui devenait un peu rébarbatif. C'était quand même compliqué. Donc, au moins au plan formel, l'arrivée du Conseil constitutionnel peut avoir joué un rôle, a d'ailleurs joué un rôle. Ne serait-ce que, même pour le parterre, hein, vous savez, quand on dit Cour suprême, on voit les mêmes personnes. Le jour où on dit Conseil constitutionnel, on voit les mêmes personnes. Psychologiquement, il peut y avoir des préjugés. Alors, quand on dit Cour suprême, c'est Cour suprême. Conseil constitutionnel, on sait que ces gens-là, déjà, travaillent profondément sur les dossiers qui leur sont donnés, qui leur sont soumis, et ont suffisamment de temps pour y travailler. Quand on doit travailler sur tous les dossiers de la République, vous savez que d'ailleurs la Cour suprême travaille sur tous les dossiers venant de toutes les juridictions de la République. En fait, travaillait, parce qu'il y a eu des réformes en tout cas. Le quatrième point de votre ouvrage, il faut dire que c'est davantage détaillé quand même à l'intérieur, les différents points que nous évoquons. Donnons un petit aperçu de cette réflexion qui est menée sur les lois qui sont longtemps, qui sont restées longtemps ignorées au Cameroun, ou peut-être pas ignorées, mais voilà, tout simplement. Enfin, relativement appliquées. Oui, relativement appliquées. Donc le dernier point, c'est quand même la question des incompatibilités et cumul de fonctions. Il faut dire que c'est également peut-être notre serpent de mer, la question de cumul de fonctions. On est ministre, on est en même temps président de conseil d'administration ici et là, c'est pas banal, c'est vraiment vulgaire et commun. On a fini par s'arrimer. Oui, c'est vrai. C'est aussi vrai que ça a été un peu réglé au niveau des ministres présidents de conseil d'administration. Parce qu'aujourd'hui, un ministre peut être président du conseil d'administration. Mais il n'y a pas que ça dans le cumul des fonctions. Il y a un journal, bon, j'en oublie, qui a essayé de faire un inventaire dernièrement et qui a trouvé un Camerounais qui avait, je crois, carrément 12 postes à lui seul dans ce pays, c'est-à-dire directeur général adjoint ici, membre du conseil d'administration de ce côté, président de la commission, d'une commission par-ci, ainsi de suite. Pourtant, il y a des lois qui précisent pour les conseils d'administration comment ça va se passer, et qui précisent pour les directeurs généraux comment ça va se passer. Et nous avons couplé, vous avez vu, nous avons essayé de coupler le cumul et les incompatibilités. Et parfois, nous sommes allés même au-delà. Vous savez, il y a en ce moment un débat qui s'est un peu calmé, mais je pense qu'il va ressurgir sur les mandats des directeurs généraux à la tête des entreprises publiques au Cameroun. On dit renouvelable. C'est un mandat de 3 ans, renouvelable 2 fois. Autour 9. Maximum 2 fois. Ça veut dire 3 ans, plus 3, 6, plus 3, 9. Alors, donc on ne devrait pas déborder les 9 ans à la tête d'une société publique. On en a qui ont fait 12 ans, 15 ans. Alors, vous êtes, c'est votre métier. C'est désormais leur bureau. C'est votre métier de faire les investigations. Vous savez qu'il y en a qui ont 12, 15, 20. Je crois qu'il y a un monsieur qui va à plus de 40 ans à la tête d'une entreprise publique au Cameroun. On se demande comment cela peut se faire alors que les lois existent. Et que le Cameroun a même un malaise par rapport à l'application de ces lois. On aurait commencé par appliquer ces lois, qu'il ne nous resterait peut-être que le problème économique à résoudre. Voilà. Et même, ça pourrait aider au plan économique. Parce que quand quelqu'un a 10 postes à lui seul, ça veut simplement dire 10 salaires. Oui. Voilà. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Il faut peut-être régler tout ça. La loi, elle est claire, mais malheureusement, elle n'est pas appliquée.
On ne comprend pas. C'est pour ça que nous avons pensé à faire ce modeste ouvrage, parce que nous nous sommes dit, alors, discuter sur les débats de télévision, à la radio, en parler tous les jours, mais il faut bien laisser quelque chose, une trace. Aujourd'hui, demain, je pourrais ne plus être là pour parler, mais il faudra que le livre parle aux Camerounais, aux jeunes Camerounais qui, à un moment donné, pourraient même ne pas accepter ou comprendre que cette situation a perduré, par exemple. Tout à fait. Alors, un livre comme celui-ci, cela vous a pris combien de temps en définitive? C'est vrai qu'il est sorti en 2018, il y a quelques mois quand même. Les premières lignes de cet ouvrage devraient remonter, je crois, 2015. En 2015, je crois, aux sorties d'un plateau de télévision, j'ai pensé à cela. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à écrire quelque chose. Et ce qui m'a encouragé, c'est que j'ai commencé à faire une recherche sur les textes, à vouloir comprendre pourquoi ces textes existaient et n'étaient pas appliqués. Bon, ça m'a encouragé. Du coup, je m'y suis mis, et parfois des nuits, j'avais d'autres inspirations, j'écrivais morceau par morceau, et puis ça a donné ce que ça a donné. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est vrai que tout à l'heure vous l'évoquiez. En définitive, qu'est-ce que vous souhaitez du lecteur ordinaire, lambda, qui prendra l'ouvrage? Qu'est-ce qu'il doit retenir? C'est une prise de conscience? Oui, disons que, merci de la question. L'ouvrage est d'abord un ouvrage juridique, c'est-à-dire un ouvrage, j'aurais dû dire, d'information. Un ouvrage d'information juridique qui peut servir même aux étudiants. Aux gens qui préparent les concours. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul concours au Cameroun où il n'y a pas de sujet lié, je sais pas, à la décentralisation, par exemple. Oui. Alors, ou à l'application de l'article 66. Par exemple, si on demandait à un enfant comment faire, que faire, c'est arrivé, c'est revenu plusieurs fois, par exemple, au sujet au concours de l'ENAM. Pensez-vous qu'on puisse efficacement lutter contre la corruption au Cameroun? Je crois que j'ai vu un sujet comme ça un jour. Alors, ce livre peut permettre à un enfant, à un jeune étudiant, à un apprenant de trouver des arguments pour étayer un devoir dans une salle d'examen, par exemple. Il peut aussi servir aujourd'hui dans les communes, les conseillers municipaux qui seront appelés bientôt à comprendre la décentralisation, ou qui sont même appelés à comprendre la décentralisation, les mécanismes de la décentralisation, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un livre qui a une cible un peu large. Ça peut être des apprenants, des hommes politiques, des hommes de la société civile qui souhaiteraient être mieux informés sur la question des lois au Cameroun. Tout à fait. Alors le livre, comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Est-ce qu'il y a un point de vente précis pour avoir Cameroun, ces lois longtemps ignorées, de Biangoup Nundu, que je présente aux auditeurs et téléspectateurs de Facebook en ce moment? Merci déjà. Je dois déjà le dire ici. Vous savez, au Cameroun, les gens pensent que quand vous faites un travail comme ça, c'est qu'on vous a payé. Je voudrais déjà dire que pour cela, vous m'avez invité, c'est au téléphone, et je suis arrivé sur ce plateau. C'est la première fois qu'on se voit. Je vous ai souvent écouté à la radio. Merci bien. Merci de continuer à nous écouter. Alors, ce livre est disponible à la librairie Papeterie Nouvelle, Noulipap, à Montagne-Rouge. Il est disponible à la librairie des Peuples Noirs, à la Montée SNI. Il est aussi disponible à la librairie bilingue Guizo à Mokolo. Il est disponible à Banganté. Il est disponible à Bafoussam, à la librairie du marché. Il est disponible au CETIC de Ngwaikele, au kiosque à journaux du CETIC. Vous savez, c'est une zone d'intellectuels. Donc nous avons pensé à mettre ce livre-là. Dans le livre n'a pas de problème de distribution, visiblement. Pour l'instant, vous savez, tous les auteurs camerounais surtout le savent. Les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Vous savez, un jour, quelqu'un a dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Donc, il ne se vend pas comme des bouts de pain, mais il y a des pièces qui sont sorties. Nous avons... Peut-être l'auteur va donner également le numéro, son numéro de téléphone, on ne sait jamais. Hein. Il est possible de vous inviter dans un débat pour parler de cette question ou simplement pour échanger davantage avec vous sur votre travail. Oui, merci. Modestement, notre numéro c'est le 6 77 03
44 77. C'est l'unique numéro, ils sont à toute heure. À toute heure. Vous pouvez en témoigner. Oui, naturellement, vous êtes plutôt disponible. Peut-être pour sortir, qu'est-ce qu'il faut dire en guise de derniers mots après cet échange qu'on vient d'avoir? Oui, en guise de derniers mots, vous savez, dans l'actualité aujourd'hui, nous sommes au dialogue national et nous avons écouté les uns et les autres sur la question. Je pense que quand on tombe, on ne regarde pas où on est tombé. Il est bien de regarder où est-ce qu'on a trébuché. Alors, qu'est-ce qui a amené le Cameroun à être dans la situation où nous sommes? Je pense que la question doit se poser. La crise anglophone, d'où elle vient? Est-ce qu'elle ne proviendrait pas de la non-mise en œuvre par exemple, de la décentralisation qui a poussé les anglophones à un moment donné à penser qu'ils étaient peut-être marginalisés ou quoi, je ne sais pas. Le terme est peut-être compliqué en ce moment de dire. Mais si on l'avait fait, peut-être que ça aurait... et du coup, notre proposition, c'est que la décentralisation soit au cœur. La mise en œuvre de la décentralisation soit au cœur d'un débat comme celui qui aura lieu. Peut-être que si elle a échoué, qu'on puisse voir si on passe par autre chose. Parce que si en 22 ans, on n'a pas pu implémenter une question, peut-être qu'il y a des goulots d'étranglement. On pourrait expérimenter autre chose. Le fédéralisme, pourquoi pas? En tout cas, la question du moins de fédéralisme n'est pas inscrite malheureusement parmi les sujets en débat au cours du grand dialogue national. Pas encore. Non, pas encore. Parce qu'il y a notamment des sujets, le bilinguisme, la question des déplacés internes et d'autres sujets. Voilà. Donc, pour après ce livre, Cameroun, c'est longtemps ignoré. Les informations dans l'immédiateté, qu'est-ce que vous irez proposer aux lecteurs? Est-ce qu'il y a d'autres livres qui arrivent, qui sont à gestation dans votre bibliographie, dans votre bibliothèque ou laboratoire? Dans la tête d'un écrivain, il y a toujours des petites choses qui s'y passent. Moi, j'ai toujours pensé, très personnellement, que la seule chose qu'on laisse véritablement à l'humanité, c'est des écrits. Si on a des idées et qu'on garde pour soi, on meurt avec, on aura privé l'humanité d'un savoir qui peut être utile aux uns aux autres. Donc nous travaillons comme ça sur quelques projets. J'ai notamment un projet sur... la procédure pénale au Cameroun. Vous savez, ça fait partie des lois aussi qui ne sont pas toujours très bien appliquées. Donc, mais comme c'est un peu spécifique, nous avons pensé qu'on pourrait mettre ça dans un opus à part. On parlera d'autres petites choses. Le moment venu, vraiment, vous en savez. On sera au courant. Biangou Nundou, merci d'être passé à Royal FM, nous parler de votre ouvrage Cameroun, ces lois longtemps ignorées. On vous remercie encore pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour m'avoir permis d'échanger avec les auditeurs de Radio Royal FM. Tonight, that's for tonight. The girls them for the party tonight. Yo, me want a 300 pounds. More wine, more bubble and respect tonight. More wine and bubble and that 300 pounds tonight. That's more. Si le plaisir ne suit pas, nuit d'introspection, les tours de la question. À quoi bon les grands pas si les réponses sont sans voir? Si tu veux, on changera les heures. Si tu veux, mais ce soir, mon joli, moi y'a du monde, ça y est. Laisse ta tête chez toi, laissons l'hôtel à leur combat. Ce soir on voyage, léger ma belle, wine and bubble, me like a dancing shoes, yeah. Tonight we gonna wine and bubble, wine and bubble, wine and bubble, wine and bubble. Everybody
Such a wonderful feeling. What a wonderful feeling. Yeah. Goodbye to all your troubles. Tonight won't be no problems. We ain't in need of nothing. Come and fill up all for this loving. Chez toi, laisse son hôtel d'ailleurs. We got the dancing shoes, yeah. Tonight we gonna wine and bubble, wine and bubble, wine and bubble, wine and bubble. On a vécu une fois, ce soir on voyage. Léger ma belle, léger ma belle, wine and bubble, léger ma belle, léger ma belle, léger ma belle. So sweet, so nice. Such a wonderful feeling. What a wonderful feeling. Yeah. Goodbye to all your troubles. Tonight won't be no problems. Say goodbye to your troubles. Tonight won't be no problems. So sweet, so nice. Ce soir on voyage. Léger ma belle, léger ma belle. Wine and bubble, léger ma belle. Le point littéraire et artistique, la deuxième heure. La deuxième heure. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault.
Le point littéraire et artistique, les informations culturelles du moment. Les informations culturelles du moment. Merci à l'auteur Mbiangou Penundu qui était l'invité littéraire de la première partie. Et pour cette deuxième heure, messieurs et dames, nous l'avons d'ailleurs annoncé, c'est la découverte. Nous sommes allés à la RECAN 2019 pour découvrir le savoir-faire artistique et culturel du Cameroun. Permettez-moi d'abord de vous rappeler que jusqu'à présent, les Camerounais Lidl et Sisol sont en compétition pour le prix découverte RFI. Il est possible de les voter en allant sur le site internet de RFI, RFI Musique, pour amener les Camerounais justement à gagner. Dans d'autres compétitions, notamment les Afrima, il y a d'autres Camerounais engagés. Il y a Blanche Bailey, la Camerounaise, la chanteuse, mais également Charlotte Dipanda et Daphné. En ce qui concerne les garçons, Salaciel, Loco, ils sont bien et bien en compétition aussi. Voilà donc pour l'actualité culturelle. Messieurs et dames, on l'a dit, nous allons à la rencontre d'un autodidacte. Il a appris son métier sur le tas. Il a appris à faire des colliers, la fabrication des colliers, la fabrication également des bracelets, et cela de façon artisanale. Nous écoutons plutôt cet échange que nous avons eu avec lui. Vous êtes artiste, donc on fait dans beaucoup de choses. On a comme le truc artisanal, on a le palmis, on a le noix de coco, on a encore les perles qui viennent d'ailleurs, mais nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui fabriquons ça, ici là au Cameroun. Donc vous fabriquez les colliers, les bracelets et même les bagues. Voilà, on fait les ensembles. Si quelqu'un a besoin de l'ensemble, on lui fait sortir les ensembles. Donc, bagues, bracelets, colliers, boucles. Donc, on lui fait sortir l'ensemble. Donc, tout ce qu'il veut. Depuis quand vous fabriquez ces bagues, ces colliers, depuis... Ça part déjà vers la 4e année que je suis dedans. Donc, pour le moment... pour le moment, je me débrouille comme ça parce que je n'ai pas de capital pour faire évoluer. Donc, pour le moment, je suis encore comme ça. Là. Alors, est-ce que vous avez appris le métier? Est-ce que c'est peut-être qui vous a appris le métier? Vos parents, ou bien vous avez appris comme ça dans le tas en regardant les autres faire? Non, c'est un ami. Donc, c'est un ami qui m'a appris de faire ça. Donc, on travaille ensemble. Il a vu comment je travaille bien, donc il m'a embauché. Bon, on a travaillé ensemble pendant des années. Donc jusqu'à ce que moi-même je comprends déjà, commencer déjà à fabriquer pour moi-même. Donc pour le moment c'est comme ça. Pour faire un collier comme ceux qui sont là, ça vous prend combien de temps par exemple? Bon, au fait, je peux même faire 10 par jour. Donc je peux faire 10 par jour, et des fois même 15 par jour. Donc si je suis sur place, que je ne bouge pas, je peux le faire. D'accord. Et vous avez besoin de quelle matière pour fabriquer vos colliers? Est-ce que vous utilisez le bois? Est-ce que vous utilisez... qu'est-ce que vous utilisez pour confectionner les colliers? On fait beaucoup dans les fruits. On fait beaucoup dans les fruits, donc des palmis. Donc on les cueille, on enlève l'huile. Le noyau qui reste dedans, nous on les récupère, on fabrique les choses avec. Donc c'est à peu près aussi comme le bois. Donc, vous prenez tout. Est-ce que jusqu'à présent, on peut dire que ce que vous faites vous permet également de vous nourrir, de vous loger, d'entretenir votre famille? En fait, pour le moment, c'est ça qui nous nourrit. C'est avec ça que je nourris ma famille, c'est avec ça que les enfants partent à l'école. Chaque matin, c'est là qu'on nous touche. Donc pour le moment, c'est avec ça qu'on se débrouille. Ouais. Vous avez été invité au FENAC, du moins à la RECAN, la rentrée culturelle et artistique. Moi, j'étais partout. Partout là où il y a la foire, je suis là-bas. Bon, nous les débrouillards, on ne nous voit pas. Donc quand on vient avec nos petites marchandises, on ne nous voit pas parce qu'il n'y a pas assez beaucoup.
Mais si on a quand même des matériels qui peuvent pousser ça beaucoup, on peut nous faire monter au milieu. Donc vous avez quand même réservé un peu de place. C'est la place, c'est vous-même qui avez choisi d'être ici ou bien vous avez payé l'endroit? Non, on n'a rien payé. Donc voilà, tu as vu le stade? Non. Ça c'est pour nous là-bas. Donc je me suis reculé parce que bon, il n'y a pas assez de place. Donc normalement on doit en avoir une place pour exposer bien. Quand quelqu'un vient, il voit nos choses que nous-mêmes on a fabriquées. Donc c'est comme ça. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage alors. D'accord, merci ma personne. On est ensemble. On est ensemble. Tout en vous permettant de profiter de la très bonne musique au cœur de cette nuit plutôt froide due au climat, bien évidemment. Nous vous permettons également de profiter de quelques rencontres. La première, c'était bel et bien avec un autodidacte, un artisan, et fait dans la fabrication, bien évidemment, de colliers, de bijoux, tout ce qui est voilà, tout ce qui est accessoire utile. Hein. C'est intéressant de savoir que il est possible de, par ses propres mains, apprendre un métier et puis le pratiquer.
Il nous l'a fait savoir. Et puis maintenant, vous avez souvent entendu parler des percussionnistes. Il s'agit de ces personnes-là qui travaillent ou frappent sur des tam-tams, des tambours, maracas peut-être aussi, d'autres instruments de musique. Mais nous sommes allés savoir comment est-ce que ces instruments de musique sont confectionnés. Il est percussionniste, il est artiste également, uniquement de danse traditionnelle et de musique traditionnelle. Je vous invite à écouter cet entretien qui va bel et bien vous édifier davantage sur les tam-tams, les tambours, le cool si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve juste après pour continuer bel et bien notre balade nocturne au cœur de la culture, les rites, les cultures, les traditions de notre pays, le Cameroun. Ok, c'est Roger Bessala, dans le stand dance, artiste, musicien, percussionniste et artisan. Roger Bessala est donc percussionniste. C'est quoi un percussionniste pour ceux qui ne le savent pas encore? Un percussionniste, c'est celui-là qui a cette capacité de pouvoir manier un instrument, que ce soit traditionnel ou moderne, un instrument de musique. Il faut dire que dans le stand de danse contemporaine, on est intéressé, notre attention est attirée vers les instruments de musique qui sont présentés. Est-ce que vous pouvez vous-même les dénommer autant qu'ils sont? Bon, déjà, ici dans le stand de danse, c'est plusieurs styles de danse, donc danse traditionnelle, danse moderne, classique, danse urbaine et... Bon, et là nous avons en face de nous plusieurs instruments traditionnels parce que moi je suis plus un percussionniste donc concernant les percussions traditionnelles. Donc là devant nous je suis artisan de plusieurs instruments traditionnels, donc je fabrique des tam-tams, je fabrique des tambours, je fabrique des djembés, je fabrique des maracas et des flûtes. La différence entre les différents instruments que vous venez de citer, tambour, tam-tam, maracas, c'est quoi? Le tam-tam, c'est un instrument traditionnel ayant une bouche et un ventre, donc ayant aussi deux lèvres, constituées de deux lèvres, donc qui font la différence du ton, et qu'on percute à l'aide de deux baguettes en bois, faites en bois. Et le tambour, c'est un instrument tissé à la main à peau avec des ficelles, comme vous le voyez, avec la peau de bœuf, et qui sert de basse pour accompagner, pour rythmer les tambours, et aussi d'autres instruments qui ne sont pas là, exemple comme les balafons. Le djembé, c'est vrai, c'est un instrument de l'Afrique de l'Ouest. Donc, moi, je me suis décidé de fabriquer ça dans nos pays parce que, parce que la plupart trouvent souvent des énormes difficultés dans les dépenses pour aller payer l'instrument à l'extérieur afin de venir. Et moi, j'ai vu que non, comment nous avons tout le matériel sur place, bon, mieux de fabriquer ça sur place une fois. Donc, c'est un instrument aussi tissé à la peau de chèvre. Et là, nous avons aussi... les maracas qui est aussi un instrument tissé à la main à l'aide des pépins qu'on appelle les fruits noirs et à l'aide d'une calebasse que vous voyez là. Et nous avons aussi des flûtes faites en bambou de Chine, fabriquées à la main aussi à l'aide de certains, j'ai dit tout à l'heure bambou de Chine que nous récupérons en bourse. Vous avez fait savoir que c'est essentiellement vous qui fabriquez ces instruments. C'est l'artisan devant vous, c'est l'artisan. Donc c'est moi qui fabrique tous ces instruments que vous voyez là. Cet ensemble de savoir, c'est l'héritage du père ou bien vous êtes allé vous asseoir quelque part pour apprendre à fabriquer ces différents instruments? Ok, les connaissances de là viennent de la plupart de mon père, il est décédé. Bon, c'était quand il fabriquait souvent, moi je l'assistais. Bon, lui, il fabriquait, il creusait souvent les tam-tams. Ouais, quand il creusait les tam-tams comme ça, moi je l'assistais. Et là, moi aussi, je me suis donné, un jour, le matin, je me suis levé aussi, j'ai coupé mon compte d'arbre, j'ai commencé à creuser. C'est vrai, la première fois, j'ai raté, la deuxième fois, j'ai raté, mais la troisième fois, j'ai réussi. Et c'est à partir de là, maintenant, que moi, j'ai commencé à fabriquer mes propres instruments et je vendais, et je livrais. Bon, les djembés, il prend les cas des djembés. Les djembés, ce sont mes recherches. Donc j'ai des amis par la connexion dans le net à Facebook, que nous collaborons ensemble. J'ai aussi voulu apprendre comment tisser un djembé. Bon, il m'a envoyé des photos et des petites vidéos. Et là j'ai commencé à tisser aussi. Ça fait combien d'années que cela dure? Bon, déjà ça fait pratiquement 14 ans. Pratiquement 14 ans que je fabrique déjà mes instruments.
C'est vrai que vous êtes artiste, musicien, percussionniste et autres. Est-ce que l'activité de, on va dire, fabricant de ces instruments vous permet quand même de vivre honnêtement, décemment? Déjà, ce côté-là, je ne dirais pas que c'est moi, c'est parce que j'aime ça. C'est la passion. C'est la passion, comme vous le dites, c'est la passion. Et déjà, moi, ça me permet de vivre. Ça me permet de vivre. Et ça me permet, parce que moi, il y a des commandes maintenant, il y a des commandes que je reçois. Que peut-être 200 000, 300 000, 4 moi, ça m'aide beaucoup. Je peux payer ma maison, je peux nourrir ma petite famille, je peux nourrir même ma mère, ma grande famille. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite. Quand vous parlez de musique, on imagine bien que vous pratiquez la musique traditionnelle. Rien à voir avec les autres... Rien à voir avec les autres musiques, donc pratiquement seulement traditionnel. Tout est joué à la main? À la main, à la main. Le djembé, tam-tam, tambour, maracas, c'est ça. C'est donc traditionnel. Vous êtes donc un défenseur de nos traditions? Oui, de nos traditions, parce que je joue même dans plusieurs compagnies de danse traditionnelle. Donc, comme vous voyez, vous êtes même dans un stand de danse qui est constitué de plusieurs compagnies de danse traditionnelles. Donc, je joue dans les compagnies de danse patrimoniales. En tout cas, bonne chance à vous. Ah, merci. Merci. Je ne dors pas, je reste
Et vous dire que le Cameroun est engagé aussi bien à l'international qu'ici. Il y a un humoriste camerounais, son nom c'est Hector Flandrin. Il est à son tour le représentant du Cameroun à la 8e saison du Parlement du Rire en Côte d'Ivoire. Quelques mois après le passage de Ulrich Takam, de Moustique le charismatique, ou bien même encore des Doudou non glacés, déjà les habitués de ce plateau-là. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas encore, le Parlement du Rire, c'est cette plateforme devenue culte en Afrique d'humour et qui regroupe des humoristes comme Maman, Go, Michel, mais également plein d'autres humoristes qui, à travers le continent, se rassemblent pour nettement amuser le continent, si vous le dire. Il y a donc désormais le Cameroun qui est à nouveau représenté. Il faut dire aussi que la sélection du Festival du cinéma d'animation africain Canimaf 2019 est déjà connue. Le constat imminent que l'on peut faire est la sélection d'un film camerounais, à savoir New Africa de Demo et de Ivan Dassi dans la catégorie court-métrage. Et donc il faut dire que le dit Festival du cinéma d'animation africain s'ouvre le 17 octobre. Et puis se referme le 19 octobre 2019 à l'IFC de Yaoundé pour la 3e édition du Canimaf. Un film camerounais à nouveau dans la liste des nominés. Faut dire qu'on continue notre balade. Cette fois-ci, je vous amène découvrir l'art plastique. Il s'agit pour cette fois-ci du centre artisanal du Cameroun qui présente des décorations, qui présentent également des meubles à fabrication artisanale ainsi que des tableaux, de la peinture. Nous allons à la découverte de cet ensemble de chefs-d'œuvre qui sont parfois méconnus du grand public sur la radio. Moi, c'est Monsieur Bitamani Tarcisius, artiste plasticien. J'exerce plus dans la peinture. En ce moment, nous sommes dans le stand réservé à l'artisanat, si je comprends bien. Oui, du Centre international de l'artisanat. Oui, donc je suis employé et en même temps je suis plasticien, donc il y a bien sûr mes œuvres sur place. Alors ici, on peut voir des tableaux, des chaises de fabrication artisanale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que se déroule le processus pour arriver à de tels meubles dans votre centre en fait? Bon, je vais essayer de vous expliquer une ou deux choses. Je vais commencer par les chaises en bois. Je dirais quand même que c'est pas moi qui suis l'artisan, mais je connais quand même le procédé. Bon, pour les chaises en bois, par exemple, là où je suis assis, l'artisan a l'habitude de se rendre en forêt. Il choisit, donc il ne coupe pas. Il observe et prend ce qui lui plaît en fonction de ce qu'il va fabriquer. Oui, ce sont déjà des morceaux de bois presque pourris, presque secs, c'est-à-dire qu'ils ne givent plus en fait. Oui, il récupère, lui il fait la récupération dans la forêt, puis il vient finir selon ce qu'il a prévu faire. Donc en quelque sorte, voilà pourquoi vous voyez, ça a l'air de quelque chose qui est, je dirais, bizarre, mais très bien soigné. Donc c'est un peu ça. Plus loin, on voit un objet en poterie, une poterie. Oui. C'est un vase fait à base de l'argile. L'argile qui est tamisée au préalable, puis on donne sa forme, on modèle selon ce qu'on veut et on laisse sécher dans l'ombre. Parce que si on met au soleil, ça va se craqueler, ça va vraiment se gâter en fait. Et lorsque ça a séché dans l'ombre, on met donc dans le four, ça cuit à 1200 degrés. La première cuisson, avant de mettre la couleur et le dessin qu'on veut au-dessus. On remet dans le four pour une deuxième cuisson qui va cuire entre 200 et 300 degrés. Et vous avez ce magnifique pot de fleurs que vous voyez là, qui brille, on dirait ça sort de l'Europe. Or, c'est nous-mêmes qui les fabriquons sur place.
Oui, et concernant les tableaux, moi je ne réalise pas les tableaux pour plaire à quelqu'un ou alors... Non, je ne fais pas les choses pour rien. Je me lève, je me mets sur une toile que lorsque j'ai un message à transmettre. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez encore assez de temps pour vous expliquer l'un de mes tableaux, je ne sais pas. Peut-être avant de revenir sur l'un de vos tableaux, il faut dire qu'ici, tout est fait à la main. On voit des paniers tissés. Absolument. Tout est fait à la main, absolument. Oui. Est-ce que c'est les produits d'artisanat ont la cote au Cameroun? Est-ce que d'après vous, il y a des gens depuis le début de la RECAN qui arrivent ici et qui souhaitent justement avoir de tels produits? Vous-même, vous remarquez que ce sont des produits vraiment soignés parce que nous sommes le centre international de l'artisanat et sans vous mentir, tout le monde qui arrive ici aimerait avoir ces produits chez lui. Oui. Tout le monde aimerait avoir ces produits que vous voyez là chez lui. Donc, pour vous confirmer, les gens adorent ce que nous avons dans notre boutique. Oui. Et nous leur indiquons où nous sommes au centre international, le Carrefour Intendance là. Oui. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je peux dire. Donc vous avez dit tout à l'heure que chaque tableau apportait un message bien précis. Si on prenait le tableau de votre choix et essayez de nous décrire aussi bien ce qu'on voit que la signification autour de ce tableau. Celui principalement qui est installé devant, par exemple. Alors, par exemple, je vais vous présenter ce tableau dont le titre est l'entrepreneuriat. Le titre ici, c'est l'entrepreneuriat. Je veux amener les jeunes à apprendre à faire quelque chose de leur propre main. Ça veut dire apprendre quelque chose à l'école. Choisir une technique qui vous arrange, mais surtout l'apprendre à l'école. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai représenté des chiffres tels que 1, 2 et 3. Et également A, B et C pour orienter ces formations, de les faire à l'école, de ne pas les faire au quartier, parce que c'est à l'école qu'on maîtrise ce qui a vraiment lieu de faire. Et vous allez voir, j'ai représenté plusieurs éléments qui en quelque sorte regroupent les types de filières qu'on peut choisir dans la technique, que ce soit en technologie ou bien technique, voilà. Et ici vous allez voir, j'ai représenté quelqu'un qui tient le crayon à la main droite. Oui, c'est même tissé, et le crayon, comme vous le voyez là, il tient le crayon à la main droite pour dire que c'est toujours le travail qui est bien de mettre en avant. Oui. Et attendre l'argent au deuxième plan. C'est pourquoi vous voyez, il tient l'argent à la main gauche. Je considère la main gauche comme le deuxième plan. Oui, parce que admettons que vous avez déjà fini votre formation et on vous donne un premier marché et que on a donné tous les moyens qui vont avec le marché en question. Si vous vous contentez de l'argent, vous faites le mouvement et puis vous abandonnez le travail pour lequel vous avez eu cet argent, je me dis que c'est la première et la dernière fois qu'on vous a donné une telle chance. Par contre, si on met le travail en avant et considérer que ce travail est incontournable tel que c'est représenté, alors vous aurez gagné la confiance des gens qui seront toujours autour de vous. C'est dit quand même que la lecture d'un tel tableau demande une certaine réflexion, une certaine hauteur d'esprit tout de même. Bien sûr, vous savez, l'artiste a pour rôle de réaliser, c'est également à l'observateur de voir ce qu'il veut voir. Moi, j'ai dit ce que j'ai représenté en fonction de ce que je pensais. L'observateur peut aussi voir ce qu'il veut d'après ce que lui voit. Et là, d'après tout ce que j'ai dit là, moi-même j'ai dit OK, parce que c'est d'abord mon point de vue. Je pense que c'est bien normal qu'on apprenne quelque chose, qu'on ne s'accroche plus que l'État n'a pas fait telle chose pour nous. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'on fasse nous-mêmes un effort. Un tableau comme celui-ci, vous l'avez réalisé en combien de temps? Ce tableau, pratiquement, regardez la façon dont j'ai tissé les éléments.
Ce tableau m'a pris minimum 3 mois. Oui, pour représenter tout ce que vous voyez là. Et regardez seulement pour tisser cette main avec le fil d'attache, le fil de courant là, ça m'a pris beaucoup de temps. Pour tisser ces éléments tels que vous voyez là, vous-même vous imaginez. Oui. Ça prend vraiment du temps, ce n'est pas au hasard. C'est majoritairement aussi du matériel de récupération qu'on voit. Donc, vos produits, vous les prenez où? Vous marchez dans la rue, vous les trouvez ou bien... Comment est-ce que cela se passe dans votre tête lorsque vous décidez de réaliser un tel travail? En réalité, je suis le genre d'artiste qui... les choses arrivent promptement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, en passant, je vois un élément qui pourrait m'aider, qui peut bien intervenir dans l'un de mes tableaux, et aussitôt moi je ramasse, mais je ne me lève pas pour aller ramasser les ordures, les trucs en route. Donc c'est en passant, même si je suis habillé comment, même si je suis dans quelles circonstances, dès que je vois un élément qui peut m'aider dans un tableau quelconque, moi je le récupère. Voilà vraiment mon procédé. Ça veut dire que pour être artiste plasticien, il faut une formation au préalable, ou bien c'est un génie qui germe en vous, c'est peut-être qu'on canalise plus tard? Bon, moi je dirais, vous voyez, tel que le tableau orienté là, il faut bien qu'on apprenne les choses à l'école. Moi-même, je suis passé par une école, l'Institut de formation artistique d'Mbalmayo, l'IFA. Oui, j'ai fait mon secondaire là-bas, spécialité art plastique. Oui. Donc c'est un peu ça. Moi j'ai été à l'école et je continue bien sûr. Rien n'est fait au hasard, l'agencement des couleurs, on voit que ça attire effectivement l'attention. Donc on peut pas s'improviser artiste plasticien, c'est pas possible. Je peux également dire qu'il y a des artistes plasticiens qui n'ont jamais mis pied à l'école parce qu'ils sont nés avec un talent. Moi-même, je suis né avec ce talent. Vous l'avez forgé. Oui, mais j'ai trouvé mieux aller peaufiner les choses à l'école. Oui, moi, je suis né avec. Mais j'ai pensé qu'il était utile d'aller peaufiner les choses à l'école. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage pour la suite. On imagine bien que donc il y aura encore d'autres visiteurs qui vont venir regarder et qui seront éblouis par votre travail. Oh, je l'espère tout de même. Merci. Something you're afraid to say. Is this the last
last, but how come it's the last time? Le point littéraire et artistique, les perspectives. Les perspectives. Quelques bons plans pour les prochains jours, les jours à venir. Il y a ce vendredi Titi Tesano qui est attendue à l'IFC. La chanteuse va nous balader avec sa merveilleuse voix dans un registre musical fait d'afro-pop, afro-fusion et soul. Avec en première partie une jeune artiste, son nom Mabel Fa. Et bien évidemment, on le sait, c'était à l'Institut français de Yaoundé, le 27 septembre à partir de 19h. Toujours à suivre cette semaine, le management par le Congossa de James So. C'est un livre qui sera présenté à la salle des spectacles, bien évidemment. Il sera après-demain, jeudi, à partir de 17h30. C'est un livre assez intéressant. Le management par le Congossa. Il interpelle. Voilà. Et puis le vendredi 27 à 20h, il y a la nuit du patrimoine, avec 2 spectacles danse traditionnelle. Et bien l'initiation avortée de Si Asdab, un et indivisible de la compagnie Fakamoise justement, ce sont des compagnies de théâtre. Autre actualité justement à suivre aussi au cours des jours à venir, il y a le sculpteur plasticien camerounais. Son nom, Dieudonné Fokou, il présente ses œuvres au 104 autour de l'exposition Entrée et Matière. 104 Paris. L'exposition va courir du 26 septembre au 25 octobre 2019. Cette exposition donc sera à la galerie et boutique de 104 Paris qui sera donc présentée. Messieurs et dames, il y a aussi la Nuit Blanche qui est annoncée pour le 5 octobre prochain. C'est encore un tout petit peu loin. Voilà ce qui concerne l'actualité à venir, en ce qui concerne la culture au Cameroun. Eh bien, messieurs et dames, on va prendre une autre virgule musicale et puis on se retrouve juste après. Faire oublier une seconde la douleur. Si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut chanter. Chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il faut chanter.
faut chanter. tangoza na bomo tango makasi eza na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo okumisaka ye ekisa lolango na yo kozela te bakufa o nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo oh, oh, oh. Yo, 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 yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Tangoza na bomoi lakisa bango motindokani yolingaka bango yolelaka motema baoyo betelaka tolo yebisa bango boye jimukunanga bikolabe oh nakupenda mumezolange fami nalingi bino mukolanga yo 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 kozela te bakoma na bokono polakisa lolango na yo kozela te bawa sima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye jimukunanga bikolabe minanga naziotongekaayo mumezolange fami nalingi bino jimukunanga bikolabe nakupenda mumezolange fami nalingi bino magazetongeki mio Mendibe Le point littéraire et artistique édition du 24 septembre 2019. Fin et stop. Régie d'antenne, Yannick Ngelewi, coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique, équipe de production. À la mise en onde de Romuald Lekoum et Steve de Souza, cadrage vidéo. Régie d'antenne, Yannick Ngelewi, coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. À mardi prochain, bonne nuit à vous.